C'est bon? C'est branché? Rebonjour à tous. Donc nous entamons en fait la troisième plénière et la troisième partie de notre regard sur le processus du décrochage-raccrochage. Et de façon très logique, nous intéresserons maintenant à l'après-décrochage, ce qui concerne la remédiation, la rescolarisation et puis surtout la qualification à partir de 4 interventions, 2 interventions de chercheurs et 2 interventions de opérateurs, opératrices, c'est un peu difficile de savoir. Il y a 2 hommes et 2 femmes, donc c'est un parfait équilibre. Alors, on démarra avec ma voisine Elina Kilpi-Jaakkonen, qui est professeure à l'université de Turku en Finlande, qui nous proposera donc un panorama non pas tout à fait international, mais au moins comparatif, donc sur la question du retour à l'école, avec une comparaison entre le Royaume-Uni et la Finlande, qui sera forcément particulièrement stimulante parce que les systèmes scolaires, sociopolitiques et ainsi de suite de ces 2 pays sont quand même extrêmement différents. Et puis nous enchaînerons par une intervention de Guillaume Thureau qui évoquera tout le travail qu'il a pu mener, un travail quasiment militant, hein, mais est très actif autour du réseau des écoles de la deuxième chance en Espagne, qu'il a contribué à fonder. Ensuite, ce sera un travail de notre collègue belge, Kathleen Schellenbos, je le prononce à la française, pardon, qui évoquera de son point de vue l'expérience en matière d'accompagnement des jeunes en situation de décrochage d'un centre spécifique dans lequel elle est très active et qui est situé à Molenbeek. Ce qui a forcément un sens. Et enfin, ce sera Pierre Doré, qui est donc professeur de sociologie à l'UQAM, à Montréal, et donc qui s'intéressera dans la lignée de ses travaux sur les questions de qualification à partir d'une situation de décrochage. Alors, je vais donner tout de suite la parole à ma voisine, donc à Elina Kilpi-Jaakkonen, et je demanderai à chacun des intervenants de respecter strictement les 15 minutes qui leur sont imparties, ce qui laissera 20... Oui, non. C'est l'expérience qui me fait dire 15 minutes, pardon. Voilà. Là, 19 minutes, on va dire. Donc, à chaque... Et surtout, j'assisterai... pour aider les interprètes sur la nécessité de parler lentement, que ce soit en anglais ou que ce soit en français, puisque la traduction se fait dans les 2 sens. À vous la parole. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour de ma part aussi. Comme on a déjà dit, je vais vous parler du Royaume-Uni et de la Finlande. Et je suis ravie d'être avec vous afin de présenter mes recherches concernant les inégalités sociales pour les décrocheurs précoces qui retournent à l'école. Pour vous donner quelques informations de contexte concernant les 2 pays, peut-être que vous connaissez mieux le système éducatif au Royaume-Uni qu'en Finlande. Les 2 pays ont un système éducatif complet jusqu'à l'âge de 16 ans, même si les enfants commencent l'école à différents âges, à 5 ans aux États-Unis, au Royaume-Uni et 7 ans en Finlande. Au Royaume-Uni, les études secondaires donc de 2e cycle, c'est 2 ans et 3 ans en Finlande. Mais les systèmes sont semblables
parce que les études secondaires, les études tertiaires sont assez ouvertes. Donc, c'est possible de quitter et de faire un retour à l'école. Donc, il y a des similitudes mais les différences aussi. Nous avons déjà vu des comparaisons internationales. Nous avons déjà parlé de plusieurs pays. Mais je veux vous présenter la situation en Finlande. Je vais parler des jeunes de 24 à 30 ans. Donc, et la France et l'Angleterre ont plus ou moins atteint la moyenne de l'OCDE, alors que la Finlande a un résultat plus faible, donc vers le bas de l'échelle. Donc, ces chiffres sont plus élevés par rapport à ce qu'on a vu ce matin, parce que il s'agit d'un groupe de jeunes qui sont un peu plus âgés. Ce sont des jeunes qui ont quitté l'école, mais sans obtenir et sans avoir complété les études secondaires. Donc, les chiffres reflètent le décrochage scolaire, mais aussi comment les différents pays essayent d'encourager les jeunes à réintégrer l'école. Le travail que j'ai effectué concernant le Royaume-Uni est une analyse statistique des sorties précoces et leur participation dans l'éducation de 17 à 30. Nous avons regardé plusieurs résultats pour ce groupe. Tout d'abord, le retour à l'école, rejoindre l'école normale, le système normal. Le deuxième résultat qu'on va regarder, c'est des études secondaires. Donc, ne plus être un décrocheur précoce, mais on s'éloigne de cette catégorie. Et ensuite, on va regarder la participation dans des formations. Donc, une formation qui peut mener à une certification. Ces analyses concerne donc des études de foyer britanniques. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? De façon descriptive et selon notre échantillon de jeunes, nous avons trouvé que plus d'un tiers de jeunes retournent à l'école, retournent à l'éducation pendant la période pendant laquelle nous les avons analysés. Je dirais la moitié de ces jeunes, ou 18%, donc, obtiennent donc un diplôme pour les études secondaires et 19%, donc 1 sur 5, vont participer à une formation pendant cette période. Il faudrait noter que ces chiffres ne reflètent pas les moyennes au Royaume-Uni, mais voilà, ce sont des résultats concernant nos données. Ce sont des données tirées d'un panel et qui suivent les jeunes pendant une certaine période seulement. En ce qui concerne la modélisation des inégalités sociales pour ces trois résultats, ce que nous avons trouvé, c'est que donc les plus faibles sont les qualifications. Donc, il est fort probable qu'ils ne vont pas faire une formation une fois qu'ils ont quitté l'école. Et donc, ça, c'est le facteur déterminant pour réintégrer l'école ou l'éducation. Donc, l'expérience de l'école est très importante pour les jeunes avant qu'ils ne quittent l'école. Nous avons trouvé des différences concernant le profil social. Pour ces résultats, les jeunes qui ont un profil social plus élevé, donc qui appartiennent à une classe sociale plus élevée, vont très probablement réintégrer l'éducation, mais on n'a pas trouvé des différences d'origine sociale lorsqu'il s'agit d'avoir un diplôme de fin d'études. Ceux qui ont un emploi vont très probablement suivre une formation, et ce n'est pas surprenant parce que les employeurs vont très probablement proposer une formation à leurs employés. La probabilité de réintégrer l'éducation se réduit avec l'âge. Donc, c'est très important d'essayer de réintégrer les jeunes une fois qu'ils ont quitté l'école, son diplôme, parce que la probabilité qu'ils vont réintégrer l'école va se baisser au cours du temps.
Et dans nos analyses, nous n'avons pas trouvé de grandes différences concernant le genre, concernant si la personne a eu un bébé, s'il s'agit d'un migrant, etc. Alors, maintenant, je vais parler de la Finlande. Nous avons fait une comparaison de jeunes, de décrocheurs précoces, leur participation dans l'éducation pendant de 17 à 26 ans. C'est analysé basé sur des données administratives, donc un échantillon représentatif de jeunes qui ont quitté la scolarité obligatoire de 2000 à 2002 et ces personnes ont été suivies pendant une période de 10 ans et cela, encore une fois, est basé sur des données administratives. Alors, pour vous montrer brièvement leur parcours, j'ai divisé le groupe en 4 catégories différentes. Vous avez 3/4 des jeunes qui ont obtenu, qui ont complété les études secondaires sans décrochage. 2% a obtenu un certificat d'études secondaires sans décrochage, mais ils ont pris 5 ans pour compléter ces études secondaires. 8% ont décroché directement après la scolarité obligatoire et 13% a décroché pendant le 2e cycle d'études secondaires. Nous voyons ici donc des inégalités sociales concernant les différents parcours. Une éducation parentale, ça c'est un facteur clé en ce qui concerne ceux qui vont suivre et compléter les études à temps et selon qui va décrocher. Il y a des différences concernant les genres et ces différences-là vont jouer un rôle très important pour le décrochage plus tard. Il y a des petites différences concernant la continuation vers les études secondaires, mais les garçons, il faut dire, sont plus propices à décrocher pendant les études secondaires. Et en dernier lieu, nous avons pas mal de différences concernant l'origine ou les jeunes issus de l'immigration. Donc, beaucoup moins de jeunes qui sont... donc, il y a plus de décrochage chez les jeunes issus de l'immigration. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est si les jeunes vont retourner à l'école, s'ils vont compléter leurs études. Et ce que nous avons vu, c'est que 3/4 des jeunes qui ont décroché à un moment ou un autre vont retourner à l'école pour compléter les études secondaires. Mais seulement la moitié de ces personnes vont obtenir une qualification. L'éducation parentale joue un rôle important, même si les déficits, les différences sont moindres. Néanmoins, les différences sont assez importantes pour ceux qui complètent les études secondaires. Même si 3/4 des jeunes, excusez-moi, 2/3 des jeunes qui ont des parents qui ont reçu une éducation primaire vont retourner à l'école, mais il y a la moitié de cette proportion qui vont obtenir une qualification. Les différences concernant les genres, encore une fois, il y en a pas mal. Les femmes sont beaucoup plus propices à retourner à l'école. Concernant l'origine de la personne, on ne voit pas de différence là concernant le retour à l'éducation, mais on voit des différences pour la proportion de jeunes qui complètent les études secondaires. Les différences sont un peu moindres par rapport au décrochage total. Je ne vais pas vous montrer les résultats de la modélisation,
Mais certaines de ces différences concernant l'immigration peuvent être expliquées par des différences concernant l'éducation parentale. Dans le transparent précédent, j'ai parlé donc des décrocheurs directs et des décrocheurs plus tard. Donc, les décrocheurs directs sont plus propices et ils sont plus susceptibles à retourner à l'école. Alors, quelles ont été les réponses politiques? Nous avons parlé du Royaume-Uni hier, mais il faudrait noter que quelques politiques au Royaume-Uni, il y a maintenant un âge pour quitter l'école. Au Royaume-Uni, il s'agit de 18 ans. Donc maintenant, les jeunes doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça veut dire que les jeunes de 16 à 18 ans qui ont quitté l'école doivent obligatoirement suivre une formation. Et beaucoup de réponses politiques ont concerné les NEETs, dont on a parlé pas mal. Par exemple, ces politiques visent à aussi organiser les apprentissages pour les NEETs. En Finlande, les mêmes réponses politiques pendant une longue période de temps. Une des façons de réduire le décrochage était de s'assurer qu'il y a assez de place pour les études secondaires, pour que tous les jeunes puissent aller faire des études secondaires. C'est quelque chose de peut-être qui est assez évident. Et à travers l'Europe, il y a ce qu'on appelle des garanties de jeunesse. Il s'agit donc d'un programme de la Commission européenne. Et si on pense à ce que font ces garanties pour les décrocheurs précoces, je crois que la stratégie principale est de faire en sorte que les jeunes sont orientés, surtout une fois qu'ils ont quitté l'éducation et qu'on leur donne les possibilités de compléter leurs études secondaires. Au cours des dernières années, la Finlande a introduit des programmes éducatifs qui préparent les jeunes pour les études secondaires supérieures. Il y a aussi donc une formation préparatoire pour orienter les jeunes vers un choix de filière. Les jeunes qui n'ont pas obtenu la possibilité de faire des études secondaires peuvent faire des formations préparatoires et peuvent penser à la filière qu'ils veulent choisir. Et en même temps, ils peuvent aussi acquérir des compétences pour ne pas décrocher de l'école. Et ça, c'est le cas pour les jeunes qui n'ont jamais fait des études secondaires et pour ceux qui ont décroché de l'école secondaire. Dans les deux pays, il y a toute une gamme d'entreprises à but non lucratif, d'autres associations aussi qui peuvent fournir des conseils, qui peuvent offrir des programmes également. Un exemple de cela, c'est ce qu'on appelle le Movement to Work. Il s'agit d'un programme, en fait, un réseau d'employeurs qui fournissent des emplois pour les jeunes. Même s'il s'agit plutôt de trouver un emploi, l'idée ici, c'est pas seulement d'avoir un emploi, mais de faire en sorte que les jeunes réintègrent donc l'école pour suivre des formations, des apprentissages, par exemple. Les conclusions. Donc, concernant ma propre recherche, c'est qu'il existe des inégalités sociales concernant ceux qui obtiennent donc un diplôme d'études secondaires. Donc, c'est important de tenir compte de cela, de ce facteur, lorsqu'on perçoive des interventions possibles. Et aussi, c'est important d'évaluer l'efficacité des interventions. Faire des suivis et faire des groupes de comparaison parce que très souvent, des informations
surtout les informations à petite échelle, ne sont pas conçues pour être suivies après et pour mais il faudrait qu'ils soient suivis pour en juger l'efficacité. Merci. On va donc passer directement à l'intervention suivante, celle de Guillaume Thureau, et donc du cas des écoles de la seconde chance en Espagne. Je mets mon chronomètre. Bon, bonjour à tous. Je ne vous expliquerai pas pourquoi un Français peut être directeur du réseau des écoles de la deuxième chance espagnole. Ça restera un mystère pour aujourd'hui. Dans tous les cas, pour moi, c'est un honneur et une certaine émotion. Et je remercie les organisateurs de cette conférence. Je vais aller très vite sur les tout premiers chiffres, qui sont des chiffres du chômage des jeunes au niveau de l'Union européenne, etc. On en a beaucoup parlé, beaucoup de présentations, beaucoup plus brillantes que la mienne, sur ce sujet-là ont eu lieu précédemment. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, l'Espagne était dans le peloton de tête, ce qui, là, pour le coup, n'est pas un honneur, avec une période autour de 2012-2013 où le chômage des jeunes a dépassé les 50%, donc la moitié d'une génération, ce qui est absolument désastreux et laisse évidemment beaucoup de traces. En ce qui concerne le décrochage scolaire, l'Espagne est également un très mauvais élève avec un taux qui diminue, mais comme tout le reste de l'Union européenne pour l'essentiel, mais qui est encore de 19%, ce qui est évidemment très très loin des objectifs de l'Europe 2020, qui en moyenne seront probablement atteints évidemment avec l'objectif de 10. Voilà, donc je passe très vite sur ces chiffres-là parce qu'en fait à la fin, sont surtout des personnes, on a vu la vidéo qui a été projetée hier, sont des milliers de jeunes et tant qu'il y en aura un, je crois que ce qu'on est en train de bouger vaut le coup. Alors, je voudrais maintenant aborder un peu l'origine de ce terme d'école de la deuxième chance. Le concept, en fait, a émergé. Je vais parler plus lentement. Le concept, mes excuses aux traducteurs et traductrices. Le concept d'école de la deuxième chance a émergé à l'initiative de la Commission européenne. À l'époque, Edith Cresson, qui était commissaire européen, a commandé un livre blanc qui s'appelle « Enseigner et apprendre vers la société cognitive ». Et ce livre blanc a été absolument fondateur pour tout le mouvement des écoles de la deuxième chance en Europe, avec des constats qui restent encore vrais aujourd'hui sur les rigidités du système éducatif, sur les divisions entre le système de l'éducation et de la formation, et la nécessité d'avoir plus de mouvements parallèles et d'ouverture à des nouvelles méthodes d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, sur la base de ce diagnostic fort pertinent, un programme européen a été lancé pour créer des écoles au niveau de l'Union européenne. Certaines ont été créées en Espagne, il n'en reste pas grand-chose parce qu'à l'issue des financements européens, eh bien, les structures n'ont pas réussi à trouver un équilibre économique. Néanmoins, un pays fait figure d'exception dans ce cadre-là, qui est la France. Et je vais en parler un tout petit peu, même si je ne suis pas le plus légitime pour le faire. J'ai Adil qui est dans la salle ici et qui m'en parlerait beaucoup mieux que moi. La France a créé la première école, historiquement, de la deuxième chance, dans les quartiers nord de Marseille, qui, comme vous pouvez le comprendre, évidemment, un des territoires qui s'affronte avec la plus grande difficulté sociale. Et cette école, qui va bientôt fêter ses 20 ans, a développé les principes qui aujourd'hui structurent encore le réseau français, à savoir l'intégration sociale, citoyenne, et je crois que c'est un mot très important, et professionnelle des jeunes, à travers un itinéraire individualisé. Les jeunes sont accueillis sur une période de 4 à 18 mois, avec un principe d'alternance, avec des stages en entreprise, et sortent avec une attestation de compétences acquises et accompagnée de son portefeuille de compétences. À l'issue de la base de cette expérience et d'autres écoles qui se sont créées dans le mouvement, en 2004 s'est créé un réseau national sur la base d'une charte de principes fondamentaux, d'un certain nombre de critères qui font partie aujourd'hui d'un processus de labellisation qui aujourd'hui permettent de réunir 118 sites, environ 14 000 jeunes par an, et d'avoir ce qui s'appelle un taux de sortie positif, c'est-à-dire de jeunes qui, à l'issue d'un suivi post-formation qui est d'environ 6 mois à la sortie de l'école,
et de plus de 60%, de 62% environ. Je vais maintenant venir à l'Espagne. Juste un mot. En Espagne, le terme d'école de la deuxième chance ne nous plaît pas du tout. C'est un terme très impropre dans la mesure où finalement pour beaucoup de jeunes, c'est pas la deuxième, c'est des fois la première, c'est des fois la cinquième, c'est des fois peut-être la dernière. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus la deuxième chance du système éducatif, c'est beaucoup plus la deuxième chance de notre société. C'est un bon terme marketing probablement, mais c'est pas un terme qui nous met très à l'aise, même si on l'a gardé. En Espagne, l'histoire n'est pas du tout la même que l'histoire française, évidemment. Ah oui, je n'ai pas du tout appuyé. J'ai complètement oublié d'avancer les slides. Je vous prie de m'excuser. Voilà, je pense qu'on a retrouvé le rythme. Donc en Espagne, l'histoire est très différente puisque l'Espagne démocratique date de la mort de Franco en 1975 et que donc tout le filet social qu'on connaît en France n'est pas présent. Et donc dans la transformation du pays dans les années 80, un certain nombre de structures, des associations, des coopératives, des fondations ont créé dans les territoires on crée dans les territoires un certain nombre de dispositifs éducatifs, souvent en marge de l'éducation nationale, pour apporter des réponses à ces jeunes qui se trouvaient en déshérence. En 2008, du coup j'appuie sur le bouton, voilà, je suis un peu en retard quand même sur moi, mais je vous présente mes excuses pour le déphasage avec les slides. En 2008, la crise a particulièrement touché l'Espagne, ce qui a généré le taux record de plus de 50% de chômage des jeunes en 2012-2013, avec un effondrement de la bulle immobilière. Un certain nombre de jeunes qui étaient sortis avant de décrocher leur diplôme ont été les premiers à être licenciés, se sont retrouvés à nouveau, se sont retrouvés chômeurs et sans aucune solution. Les salaires ont baissé et surtout, alors que la demande sociale explosait, les finances publiques se sont effondrées. Donc beaucoup de difficultés pour toutes ces entités qui avaient été créées. Beaucoup ont disparu et beaucoup ont dû inventer des modèles de durabilité économique différentes. En 2015-2016, on va voir si il faut que j'avance, voilà. Un peu inspiré du modèle français, d'une proximité avec notamment l'école de Marseille, un certain nombre d'entités espagnoles, 6 exactement, ont décidé de créer un réseau espagnol pour sortir d'un effet un peu pervers des effets de mise en concurrence que les appels d'offres publics qui, pour l'essentiel, finançaient ces structures, ont généré. Et de façon à défendre un modèle commun, de défendre un modèle exigeant, de mettre en place une vraie définition de ce que doit être une école de la deuxième chance, avec une charte de principes fondamentaux, des critères, un processus de labellisation, un processus de labellisation suivi par une organisation indépendante. C'est des choses similaires que nous avons appris effectivement de ce qui avait été développé en France. Donc sur le slide, vous pouvez voir effectivement ce que sont les 5 principes fondamentaux du modèle espagnol aujourd'hui. Ils sont assez proches, avec certaines différences, je les détaillerai, du modèle français. Tout d'abord, la promotion de l'intégration sociale et professionnelle durable des jeunes sans emploi, qui se trouvent en dehors du système éducatif, avec une garantie du développement des compétences, une reconnaissance de l'administration publique, c'est quelque chose que le réseau français a obtenu aujourd'hui, avec notamment un tiers du financement qui peut être attribué par l'État pour les écoles labellisées. Ça n'est pas du tout le cas aujourd'hui en Espagne, qui est en plus un pays peu centralisé, l'actualité récente nous le rappelle. La collaboration avec les entreprises, qui est évidemment un axe structurant, et le travail en réseau au niveau national, mais aussi au niveau euro-méditerranéen. Alors, quelles sont les différences principales avec, je n'ai pas oublié, le modèle français, parce qu'il y en a. Le premier point de différence est lié à l'accompagnement intégral du jeune. Les écoles espagnoles, par leur histoire, ont été confrontées à toute la problématique sociale. Ne se sont pas construites comme des écoles de la deuxième chance initialement, ou peut-être l'une d'entre elles, oui, mais la plupart non. Et elles ont développé des réponses sociales à des problèmes de logement, à des problèmes de handicap, à des problèmes de santé, etc. Et donc elles ont, dans leurs structures qui sont parfois assez grandes, des offres sociales qui permettent d'aborder la question des jeunes avec
Tout le monde me dit de ralentir, c'est terrible. Je vais essayer de le faire. Hein. Avec, donc du coup, une approche intégrale de la problématique, parce qu'en général, les questions de décrochage scolaire, de chômage des jeunes, ne sont évidemment pas des problèmes isolés. Ils sont liés au fait que les restes de membres de la famille ne travaillent pas, au fait que le père de famille demande au fils ou à la fille d'aller chercher des ressources, au fait qu'il peut y avoir des problèmes de santé mentale, etc. On en a parlé dans les présentations précédentes. Donc ça, c'est une force. On a une faiblesse qui est liée au cadre légal. Le cadre espagnol rend difficile, voire impossible, les stages en entreprise lorsqu'on n'est pas formation professionnelle certifiée. Alors, certaines écoles proposent de la formation professionnelle certifiée, et dans ces cas-là, les stages sont possibles. Pour le reste des cursus, ce n'est pas possible, et donc la formation professionnelle est internalisée. Vous avez donc des ateliers de mécanique, des ateliers de coiffure, des ateliers de menuiserie à l'intérieur des écoles. Ça offre une diversité beaucoup plus limitée en termes de sorties pour ces jeunes, et c'est fort dommage. Ça n'est pas le cas dans le réseau français. Troisième point, le modèle économique résilient, en fait, c'est la conséquence de la crise de 2008, puisque la chute et l'effondrement des finances publiques a fait que les structures qui ont survécu ont dû développer des réseaux et des financements beaucoup plus mixtes, notamment avec le secteur privé, un certain nombre d'entités de fondations privées, et du coup ont une résilience, me semble-t-il, aux futurs aléas. Donc je vais passer au point suivant, qui sont les défis et les opportunités, le deuxième point et le dernier, je vous rassure. Alors le premier, donc moi je me situe maintenant dans une réflexion sur comment, au-delà de l'Espagne, au-delà de la France, on peut avoir une démarche au niveau européen et au niveau méditerranéen. Et quand on parle de Méditerranée, c'est particulièrement pertinent pour les pays du sud de l'Europe, dont je considère qu'une partie au moins de la France fait partie, parce qu'une réalité sociale nous rassemble. Hein, et les drames méditerranéens qu'on connaît ne sont pas absolument déconnectés de ce que je vais dire maintenant. Alors, le premier point, c'est d'identifier, évaluer et partager les bonnes pratiques et innovations pédagogiques. Ici, rappelons que le principe structurant des écoles de deuxième chance, c'est l'individualisation du parcours pédagogique, avec un axe principal qui est le projet personnel et professionnel, et puis toute une démarche de renforcement des connaissances de base au service de ce projet professionnel, et puis de soft skills, de savoir-être, sachant que le projet professionnel, vu de notre perspective, il est aussi une façon de motiver le jeune, puisque c'est son objectif souvent principal, vers la construction également d'un citoyen. J'insisterai là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on est tous en train de réfléchir au modèle éducatif parce que le monde change à une vitesse absolument prodigieuse. Les nouvelles technologies, les nouveaux secteurs. J'ai deux exemples que j'aimerais mettre en avant et qui, moi, me semblent intéressants et qu'on essaye d'expérimenter en Espagne. La première chose, c'est tout le secteur numérique. Il existe en France un modèle qui s'appelle Simplon, d'économie sociale, qui forme notamment, pas uniquement, mais des jeunes décrocheurs en 6 mois à des premiers niveaux de compétences dans le secteur du numérique, secteur qui embauche et qui ne trouve pas toutes les compétences. Et c'est tellement agréable de voir que ça rompt tous les schémas et que nos jeunes peuvent également accéder à des métiers qui ne sont pas les métiers qu'on a d'abord à l'esprit pour eux. C'est particulièrement intéressant en Espagne, puisque je vous ai expliqué que les sorties étaient finalement assez classiques, assez mainstream. L'autre modèle qui me semble inspirant, c'est tout le modèle des Fab Labs. Donc ces tiers-lieux qui mettent en avant une culture d'apprendre en faisant, l'esprit makers, réconcilie les métiers manuels, les gens qui apprennent de cette façon-là, avec les nouvelles technologies et finalement les remettent à la mode. Je trouve que c'est terriblement inspirant et que ça permet à des jeunes qui ont des difficultés pour avoir l'apprentissage en écoutant, en s'asseyant, en écoutant et en écrivant, c'est une réhabilitation extraordinaire. Nous souhaiterions, depuis l'Espagne, mettre en œuvre une étude universitaire en joignant des universités espagnoles avec lesquelles on travaille, des universités françaises, portugaises et pourquoi pas marocaines, pour parler des pays qui sont en proximité avec nous, pour travailler sur l'identification de ces bonnes pratiques et de ces innovations pédagogiques. Deuxième point, mobiliser les énergies autour du défi éducatif.
En Espagne, dans ce nouveau réseau que nous avons construit, nous mettons autour de la table l'ensemble des acteurs indispensables à la réflexion. Ça a été dit dans les présentations précédentes. On a besoin des jeunes, on a besoin de leurs familles, on a besoin du système de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, on a besoin des entreprises, on a besoin du secteur de santé, parfois de la justice, voire de la police, et de tout le secteur éducatif. Donc, tous ces acteurs-là, on établit des passerelles avec eux, parce qu'il n'y a pas de solution sans la construction de ces passerelles. Et à vrai dire, mon profil, c'est de constructeur de passerelles plus que de spécialiste de l'éducation. Donc on a développé un discours actif et je souhaiterais insister sur un point qui a été à nouveau résumé ce matin et qui me semble essentiel. Il faut impliquer les jeunes dans la démarche, et pas uniquement pour les mettre en avant à titre de témoignage. Ils ont des choses à dire, c'est leur avenir. Ils ont des choses extrêmement pertinentes, qui sont extrêmement complémentaires de tout ce que nos beaux cerveaux peuvent mettre en avant avec toute l'intelligence qu'on essaye de développer. Et c'est fort dommage qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, je trouve. Au niveau du réseau, chaque fois que nous faisons un séminaire, une conférence, ils sont présents et à chaque fois, c'est pertinent. À chaque fois, ça décoiffe tout le monde et ça permet d'apporter une contribution indispensable. Complémentarité mise en cohérence des dispositifs. Évidemment, une des difficultés que nous vivons en Espagne, mais ça n'est pas qu'en Espagne, c'est absolument d'être capable de créer des passerelles pour le retour au système éducatif ou au système de formation professionnelle. Nous avons des difficultés particulières en Espagne puisque chaque région a ses compétences dans ce domaine et donc on doit reconstruire des liens. Ils existent déjà en partie, mais ils sont insuffisants parce qu'on n'est pas un système éducatif différent à part. Troisième défi, la mobilité et dépasser nos frontières. Donc je félicite évidemment les organisateurs de la conférence, puisque c'est le principe même de cette conférence aujourd'hui, j'en suis vraiment ravi. Vous connaissez, je crois tous, le programme Erasmus+, qui a permis d'ouvrir ce programme un peu emblématique, je ne vous rappelle pas l'auberge espagnole, de l'Union européenne, à des jeunes, au NEET, à des jeunes qui n'ont pas nécessairement les niveaux universitaires qu'on a à l'esprit pour le programme Erasmus. C'est un vrai choix que nous, on appuie. Nous avons initié une collaboration avec les écoles françaises de la deuxième chance et les écoles espagnoles pour pratiquer de la mobilité entre ces écoles-là. Et toutes les expériences initiales montrent que bien préparé, ce qui est une condition essentielle, ça a un impact absolument majeur sur la capacité d'apprentissage de ces jeunes et c'est une transformation de leur itinéraire absolument majeure. Autre projet concret sur lequel nous travaillons, un projet Erasmus+ K2, sur la création de plateformes pour mettre en lien des entreprises avec des structures éducatives et des jeunes, de façon à faciliter cette mobilité. Je crois que c'est effectivement une opportunité majeure. Cette opportunité devrait ne pas être située que sur l'Union européenne. Il existe également des opportunités avec le sud de la Méditerranée, où les problématiques sont parfois assez similaires. Nous participons à un réseau qui s'appelle Méditerranée Nouvelle Chance, qui avait été impulsé par l'Agence française de développement pour faciliter le développement des modèles des écoles de la deuxième chance au Maghreb, notamment. Cette impulsion initiale s'est transformée en un réseau qui va même sur la Méditerranée orientale et maintenant on est autour de la table pour essayer d'imaginer une façon de faire partager pour les jeunes, pour les équipes pédagogiques et pour les écoles des méthodologies, des bonnes pratiques et pourquoi pas un modèle commun. Notons qu'il y a aujourd'hui une grande diversité. En Tunisie, comme au Mexique, je l'ai vu sur le graphique précédent, enfin sur un des graphiques précédents, plus on est diplômé, moins on trouve d'emploi. Ça a en partie généré la révolution que vous connaissez. L'université de la Manouba a créé un dispositif de deuxième chance orienté sur les jeunes diplômés chômeurs, qui est particulièrement efficace. En Algérie, une école a été créée, une école de vente à l'initiative du secteur privé pour former des jeunes vendeurs en allant chercher des jeunes sans emploi et sans diplôme et les professionnaliser dans le secteur de la vente avec des résultats absolument spectaculaires.
Et au Maroc, pour vous donner un autre exemple concret, la RSE d'une grande entreprise publique a permis de mettre en place des centres qui apportent des renforcements de compétences dans les territoires. Je conclurai maintenant, puisque le temps est écoulé, c'est une petite minute si je ne me trompe pas, pour revenir sur ce que les jeunes apportent dans les dynamiques lors d'un des séminaires que nous avions organisé en Espagne pour réfléchir sur le modèle, sur la reconnaissance du modèle des écoles de la deuxième chance. Les jeunes qui avaient travaillé entre eux, ensuite sont venus vers nous en disant « mais nous, vous réfléchissez à la reconnaissance du modèle des écoles de la deuxième chance, mais nous, on ne veut pas faire partie du modèle des écoles de la deuxième chance. Certes, on est heureux d'avoir rencontré ce modèle parce que ça a changé notre vie, mais on ne veut pas en faire partie. Nous, on veut faire partie du système éducatif comme tout le monde, et ça n'est pas, nous ne voulons pas avoir un système de deuxième catégorie, nous voulons avoir le même système que tout le monde. Merci beaucoup. Je peux laisser ma place. Non. Très bien. Alors moi je reste au milieu. Merci. Donc on va donner la parole maintenant. Excusez-moi. Juste pour expliquer ce slide, j'ai eu des gros problèmes avec les slides parce que je les oubliais complètement à chaque fois, donc je ne vous ai pas montré celui-là. C'est une photo du dernier événement annuel où le jeune qui a été choisi par les 50 jeunes présents, a été élu dans une dynamique collective, est intervenu au moment de l'inauguration officielle à côté du maire et de la présidente de région pour passer un message au nom des jeunes. Voilà, Hamza, il est présent au conseil d'administration. Excusez-moi, j'ai volé une minute. Non, c'était une manière de nous rappeler effectivement qu'il y a des absents ici ou des absentes. Voilà, bon. Alors, la parole maintenant à Kathleen sur une autre expérience menée cette fois-ci dans la banlieue de Bruxelles. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Kathleen. Je viens vous parler de notre pratique du Vormingscentrum à Molenbeek. Je vous remercie de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. C'est aussi une conférence énormément intéressante et ça me rend très heureuse qu'on réfléchisse tous aux solutions pour les jeunes. Ils ne sont pas présents, mais je vais commencer avec un petit film pour quand même vous les montrer, les jeunes avec qui nous, on travaille. Ils sont donc là finalement. Ils sont là, oui. Si j'arrive à faire marcher le petit film, la vidéo. Okay. Merci. Je suis Harry. Aujourd'hui, je vais faire une petite visite des jeunes qui font Brugproject et des jeunes qui ont fait Brugproject et qui travaillent maintenant, qui font un travail régulier. Aujourd'hui, la première visite, ce sera Noman, qui travaille à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Ik ben Noman Safi. Ik werk in de keuken van Koninklijke Bibliotheek in de cafetaria. Noman is ook zoals een brugproject begonnen en heeft hier nu een voorlopig contract die misschien kan uitgroeien tot een vast contract. Dus ik raad aan de jongeren die brugprojecten doen om toch die kans te benutten en ze te grijpen met twee handen. Ik wil tegen de andere jongen zeggen, zijn kunnen het beste doen. Want ik heb dat best gedaan, zij kunnen natuurlijk doen. En ik heb veel overuren gedaan zonder rekening en voor minder betalen. Ik heb hard gewerkt. Die andere jongen ook kan datzelfde doen. Als je hard werkt kun je slagen. Je m'appelle Lavinia, j'ai 18 ans, j'habite à Anderlecht. J'ai un contrat OAO
avec mon école et je travaille dans un magasin. Je voudrais continuer à travailler dans un magasin et avoir un contrat. Je suis très contente de Vermingcentrum parce qu'ils sont vraiment des gens exceptionnels. Quand on a besoin d'eux, ils nous aident. Et quand ils voient qu'on est dans les nuages, un peu comme ça, ils veulent nous redescendre sur terre et continuer à avoir des idées, aller plus loin, avoir un avenir dans la vie. Donc voilà un petit morceau de notre vidéo qui montre notre travail. Voici donc notre groupe le 1er septembre du Vormingscentrum à Molenbeek. Je vais vous expliquer un petit peu l'historique de notre centre. On a commencé, donc Foyer, c'est un centre d'intégration qui a commencé en 1969 avec différentes initiatives à l'encontre des minorités ethniques et culturelles. Donc un service social, un service juridique, maison de femmes, maison de jeunes, plusieurs initiatives pour les migrants qui arrivaient à Bruxelles. Et à partir de 1979, le Vormingscentrum Foyer a commencé avec des activités pour soutenir des jeunes immigrés entre 15 et 18 ans, des jeunes vulnérables avec des problèmes scolaires. Et à partir du 1er septembre 1985, en Belgique, on a eu la loi sur l'enseignement obligatoire jusqu'à 18 ans. En ce moment, notre centre a eu son programme qui a été reconnu avec un volet formation générale et formation professionnelle pour les garçons pour devenir ouvriers avec une option bois, électricité, métal et pour les filles l'option aide administrative. Et à partir de l'année scolaire 2004-2005, notre centre a accueilli un public mixte garçons et filles. En 2008, le décret Leren en Werken, qui règle étudier et travailler, a rendu possible de combiner le travail avec l'école, donc le système d'alternance, avec plusieurs phases préparatoires pour arriver à une obligation scolaire plein temps, donc un programme de 28 heures par semaine pour les jeunes, qui nous a mis en partenariat avec les écoles d'alternance que je vais tout de suite expliquer. Et à partir de janvier 2015, notre centre ne fait plus partie de Foyer, mais de Groupe Intro. On a changé de nom vers Vormingscentrum Molenbeek et l'organisation Groupe Intro travaille sur l'accompagnement des personnes qui trouvent difficilement leur chemin dans notre société au niveau de l'acquisition et du renforcement de leurs compétences, donc du domaine de l'enseignement, mais aussi de l'accompagnement vers le travail, des projets pour les NEET, des formations professionnelles et aussi des accompagnements des employeurs et des organisations pour mettre en place des possibilités de mettre à l'emploi les personnes vulnérables. L'organisation actuelle de notre centre est donc un partenariat avec les écoles néerlandophones pour l'alternance qu'il y a sur Bruxelles. Il y en a 3. Et chaque fois en collaboration avec les centres psychomédico-sociaux qui correspondent avec les 3 écoles. Quand les élèves commencent chez nous, on fait en collaboration avec l'école et le centre psychomédico-sociaux un screening des jeunes pour leur permettre de commencer leur trajet chez nous. Et on fait ça avec beaucoup de partenaires. C'est très important cela parce que pour bien accompagner les jeunes, on a besoin de beaucoup de partenariats pour arriver à des succès. Très important est la combinaison avec les Brugprojecten, les projets passerelles vers le travail, comme on a vu dans le petit film, qui est quelque chose d'important dans notre approche. Ça est possible avec les moyens européens. Et on a aussi comme partenaire toujours le Foyer, c'est le service de Roms et gens de voyage qui aide à détecter des jeunes Roms, par exemple, qui n'ont pas d'école ou qui ont eu un parcours difficile et qui
qui sont dans une situation de décrochage scolaire. Notre collaboration est dès le début d'avoir un bon contact ensemble avec les parents, aussi les partenaires, si c'est des jeunes filles qui sont mariées ou les garçons, les deux familles, tout le monde qui est impliqué dans le contexte du jeune dès le début pour vraiment rendre clair que c'est un travail qu'on doit faire ensemble pour que ça se passe bien avec nos jeunes. Et on aime aussi participer aux différentes activités qui renforcent la cohésion sociale qu'organise Foyer. Par exemple, Bruxelles en dialogue et plein d'autres initiatives pour qu'on mette en contact les jeunes avec les autres instances qui existent, mais aussi de diminuer la distance entre les jeunes avec qui on travaille et toutes les instances et les autres organisations, parce qu'on travaille aussi sur leur bonne image de notre groupe de jeunes. Maintenant, comment est-ce qu'on travaille? Le projet de développement individuel, c'est ce que font tous les jeunes qui sont dans les groupes chez nous. On commence donc dans un rythme de 5 jours par semaine avec les jeunes dans les groupes et on travaille sur le rythme scolaire et les attitudes dont ils auront besoin pour continuer vers l'école et vers le travail. Très important, c'est la motivation et les perspectives, donc découvrir leurs talents, voir qu'est-ce qu'ils ont comme possibilités, comme talent, comme intérêt, ce qu'ils pourraient choisir comme suite. Et on travaille aussi sur leur niveau de néerlandais et de connaissances élémentaires. On est donc un centre néerlandophone, mais la plupart des jeunes sont débutants au niveau du néerlandais quand ils commencent dans notre centre. Puis, dès qu'on voit que les jeunes sont prêts, donc quand ils sont bien présents, ils sont dans le rythme, ils sont motivés et tous nos collègues sont d'accord qu'ils sont prêts pour une étape suivante, on leur donne la possibilité de faire un Brugproject, donc le stage de travail bien encadré, 3 jours au travail, avec encore 2 jours par semaine dans notre centre. Et en ce moment, donc au Brugproject, ils apprennent un métier, les premières bases d'un métier, et surtout aussi les attitudes nécessaires pour le travail. Donc la ponctualité, prévenir si on est malade, des choses comme ça qui ne sont pas du tout évidentes. Et on encourage les jeunes, dès qu'ils sont prêts au niveau de la langue et quand ils ont vraiment une idée de quelle option leur convient le mieux, de faire le pas vers la formation en alternance même, donc, et d'aller 2 jours à l'école et 3 jours au travail. Et en ce moment, ils apprennent le métier et ils vont vers la qualification. Dans notre centre, c'est seulement une attestation de compétences qu'on peut leur donner et cette première expérience de travail. Donc, on veut vraiment encourager les jeunes de continuer vers la formation en alternance même et d'arriver à une qualification. Notre suivi individuel combine donc la formation générale et professionnelle. Dans la formation générale, il y a le néerlandais, pour certaines aussi l'alphabétisation. Parfois, on accueille des jeunes qui n'ont jamais été à l'école ou qui n'ont pas participé suffisamment aux classes passerelles, classes d'accueil, la première année qu'ils ont été en Belgique, pour avoir déjà une base assez solide aussi au niveau de l'alphabétisation. Aussi mathématiques, français, anglais, mais aussi la citoyenneté et des thématiques importantes pour se débrouiller dans la vie. Et dans la formation professionnelle, on leur offre une initiation de bois, de rénovation, administration, Horeca, donc cuisine, salle et vente. Et nous avons donc 5 Horeca, c'est hôtel, restauration, cafétéria. Donc tout ce qui est travaillé dans la cuisine ou dans la salle. Et donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos jeunes. Nous avons 5 groupes, chaque de 8 élèves maximum. Donc c'est vraiment petit. C'est important d'avoir une approche individuelle aussi quand on travaille en groupe. Donc un groupe de construction, un groupe de vente, un groupe donc de cuisine et salle, groupe administration et un groupe polyvalent qui combine donc cuisine, contact client, magasin. Très important pour que les jeunes choisissent de venir dans notre centre, c'est donc cette idée que c'est possible déjà sur un court terme d'avoir une expérience professionnelle. Donc via le Brugproject, on a souvent que les familles nous connaissent parce qu'il y a déjà des autres jeunes qui sont passés chez nous, qui ont trouvé un travail, qui vont bien et qui montrent dans la communauté aussi que c'est faisable, que c'est possible. Et donc beaucoup de jeunes
viennent pour s'inscrire au Vormingscentrum parce qu'ils souhaitent une expérience professionnelle, même s'ils n'ont pas encore une base scolaire très solide ou qui n'ont pas encore été vraiment beaucoup à l'école. Et donc, les filières des centres de formation en alternance avec lesquels on travaille ensemble permettent de continuer 2 jours d'école avec le Brugproject, le stage de travail que nous, on propose aux jeunes, pour après continuer dans un travail régulier avec un contrat payant. Et ça, bien sûr, c'est l'objectif pour lequel on essaye d'encourager tous nos jeunes. On fait aussi un suivi pour les élèves quand ils ne sont plus en obligation scolaire, quand ils ont plus que 18 ans. Là, notre travail s'arrête en principe, mais bien sûr, on trouve que c'est très important de garder le contact, de montrer les exemples et d'aider les jeunes qui sont encore à la recherche d'un autre travail ou qui veulent encore suivre une formation, de leur envoyer chez nos collègues de Groupe Intro, par exemple, qui ont aussi des projets pour les NEET, pour aider à l'accompagnement de suivre un autre travail ou ce qu'ils cherchent comme formation. Et ici, vous voyez donc un exemple qui est maintenant agent de gardiennage, ce qui montre aussi aux élèves actuels que ce sont des métiers qui sont tout à fait possibles pour eux. Ici, vous avez un exemple d'un des 5 groupes, une structure bien claire qui montre comment est organisé notre suivi individuel au niveau des formations du groupe. Donc, dans le programme, il y a du néerlandais, surtout beaucoup de néerlandais et des autres cours. Et le mercredi, il y a toujours le sport pour les garçons et pour les filles. Et on trouve aussi que c'est très important, là, de leur apprendre à découvrir plein de choses. Et donc, apprendre à nager, apprendre à aller en vélo, apprendre qu'il y a différents sports qui sont possibles et qui peuvent aussi découvrir pour eux-mêmes. Notre suivi individuel est fait dans un plan personnel pour chaque jeune. On est à Bruxelles, donc on a utilisé l'atomium avec les boules qui sont différents pour chaque élève. Donc, ensemble avec l'élève, on met dedans, avec des mots très simples, quels sont les points d'attention sur lesquels on va travailler. On les met en couleur. Et dès le début, il y a des boules qui sont déjà vertes. Par exemple, on connaît déjà un peu le néerlandais, ou on est très respectueux, ou on a déjà une idée claire de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et ensemble, régulièrement, on refait cet atomium et on met les couleurs dans les boules et on discute avec l'élève justement de leur évolution sur base de ce que nous on observe, mais aussi de ce qu'eux ils disent. Et ce sont souvent aussi des facteurs familiaux qui ont un effet sur comment ça va avec les présences ou avec le comportement, mais justement de prendre le temps de discuter avec l'élève sur comment ça va et de montrer que si on travaille encore sur tel ou tel point, on est prêt pour le pas suivant et on les encourage. On trouve ça très important. Il y a beaucoup d'images parce que je voulais vraiment vous montrer comment on le fait. Notre suivi individuel, dans tout ce qu'on fait, les liens positifs sont la base de tout, de vraiment rétablir le contact. Les élèves ont souvent eu une expérience assez négative avec les écoles dans le passé et donc on veut travailler sur la confiance en eux, mais aussi la confiance en nous. Et donc des activités qui travaillent sur se sentir bien à l'école, se sentir partie du groupe, une prévention du décrochage ou de l'absentéisme, où on pense que c'est très important de commencer avec le bon contact. Une structure très claire, donc en même temps il y a cette approche très chaleureuse, très familiale et encourageante, mais aussi les règles et la structure très très claires parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir continuer leur chemin vers la formation en alternance ou vers le marché du travail tout court. On travaille sur la réussite, donc tout ce qu'on fait est ciblé pour découvrir les talents, travaille aussi sur l'image de soi réaliste, de découvrir qu'est-ce qu'on sait bien faire, qu'est-ce qu'on aime faire. Et donc, dans notre programme, plein de pratiques, plein de visites en entreprise, participer à des actions comme the Youth Action Day, où on travaille une journée pour la bonne cause et on essaye aussi de montrer aux élèves que là aussi, c'est possible pour eux de faire une chose pour les jeunes qui ont encore plus difficile, par exemple en Brésil ou en El Salvador. On fait aussi, par exemple, un marché de printemps, un marché de Noël, où les jeunes prennent déjà un rôle dans cette activité pour vendre des articles qu'ils ont faits, etc. OK, je vais avancer un petit peu plus vite.
Donc, on travaille sur la culture scolaire, les attitudes nécessaires et les choses que j'ai dit, le néerlandais, le sport. Vous le voyez. On trouve aussi très important d'encourager les filles aussi d'essayer de tout. Vous voyez ici Rosalina dans l'atelier de bois ou les garçons dans la cuisine et pour faire la vaisselle. Très important et c'est bien sûr seulement possible avec une équipe incroyable qui travaille sur mesure pour les élèves d'une façon très personnalisée et qui se met toujours en question aussi notre programme. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Nos élèves, l'alternance, vous connaissez déjà. Maintenant, ce que je voulais encore vous montrer, parce que l'offre des écoles en alternance est probablement comme en France. Il y a plusieurs options qui existent. Je voulais dire que dans le cadre de notre projet Roma Plus, avec le soutien de la Fondation PNV en 2014, on a voulu établir un état des lieux de la situation actuelle des jeunes. Très difficile parce que ce sont des trajets qui sont toujours encore en mouvement, mais des jeunes qui ont suivi un parcours chez nous de 2008 à 2014. On a pu recontacter 57 jeunes qui avaient combiné le trajet individuel avec l'expérience de travail depuis la mise en place de ce projet en 2008. Et dont eux, il y a 35% qui ont trouvé un travail régulier, ou bien partiel ou temps plein. Et 44% ont combiné le travail et l'étude, donc dans l'alternance. Et alors, pas mal de jeunes aussi ont trouvé le chemin vers une formation. Donc, bien sûr, c'est un certain moment que ça, c'est le cas, mais on voit quand même qu'il y a des effets positifs pour trouver leur chemin. Et maintenant, avec le soutien de la région Bruxelles-Capitale, on a fait le projet Brugcoach, projet contre la discrimination, pour rendre visibles justement les histoires de succès. Et là, on voit qu'il y a une augmentation de la transition des jeunes qui vont réellement du Vormingscentrum vers l'alternance avec cette première expérience de travail. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, on va tout de suite donner la parole, s'il veut bien venir s'installer au niveau de l'ordinateur, à Pierre Doré, et donc qui va nous parler de l'accès à la qualification après une situation de décrochage scolaire. Et vous voyez qu'il y a une réelle cohérence dans cette table ronde. Merci beaucoup, Yves. Mon premier mot va être pour les interprètes. Hier soir, pendant le dîner, on s'est posé la question avec les gens avec qui j'étais, et entre autres avec Sue McGuire, de comment est-ce qu'on peut traduire le terme de raccrocheur ou raccrochage en anglais. On n'a pas vraiment trouvé. Mais finalement, c'est Alina qui va nous dépanner, puisqu'elle nous a proposé le terme de returner, même si on sait que par ailleurs, de façon plus générale, ce terme-là, dans la sociologie anglo-saxonne, est plus forte et est imprégné de beaucoup d'éducation des adultes. Voilà, et je vais m'excuser tout de suite parce que ça fait 32 ans qu'on me dit que je parle trop vite. Voilà, bon, le point de vue qu'on m'a demandé d'explorer, c'était de faire une description, en quelque sorte, des différentes voies de qualification qui pouvaient exister pour des jeunes et des moins jeunes qui avaient quitté l'école. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est essentiellement l'école secondaire, pour justement arriver en quelque sorte soit à un retour aux études, soit à un retour ou à une insertion professionnelle. Donc, l'idée de voie de qualification, c'est une idée très générale qui consiste en des dispositifs d'apprentissage visant l'insertion professionnelle ou le retour aux études, ce qui est ce que chez nous, on a développé comme étant l'expression de raccrocher de façon générale. La dernière remarque introductive concerne mon point de départ ou mon point de référence. En fait, moi, je travaille sur ces questions-là à partir d'une recherche comparative France-Québec
et qui est en cours de réalisation, et donc on n'a pas fini le terrain et tout. Et cette recherche porte en fait sur l'usage et la construction des indicateurs et des statistiques éducatives. Donc c'est l'histoire de la statistique du décrochage dans les deux pays, et sur les ressorts régionaux de l'action publique. Donc, on n'est pas du tout au niveau des personnes qui interviennent directement auprès des jeunes. On a un regard, je dirais, de grand angle, plutôt que de faire de la photographie microscopique, les deux pouvant donner des résultats tout à fait jolis et tout à fait beaux. Donc, c'est pas un regard qui en vaut bien d'autres. Je vais, voilà, ici. Je vais donc avoir 4 étapes: décrochage, raccrochage, les voies scolaires, les voies non scolaires et des remarques générales. L'idée étant de dire, à partir d'une expérience ou de la situation qui existe dans une toute petite société embrigadée dans un univers politique très marqué par ce qui se passe aux États-Unis et par des transformations de référentiels d'action publique importants, qu'est-ce qu'on peut tirer ou quels sont les éléments plus généraux qu'on pourrait retenir de cette expérience. Donc, le premier élément, la première question que je me suis posée, et là, je me suis posé avec un collègue là, qui s'appelle Olivier Lafontaine, c'était de me poser la question de quelle est la situation du rapport entre décrochage et raccrochage au Québec. Et donc, pour ce faire, on a utilisé une base de données qu'on a constituée à partir de données administratives là, sur les cheminements des élèves et des étudiants, de 2 cohortes d'étudiants qui ont commencé le secondaire en 1994 et qui ont commencé le secondaire en 2002. Et on a des informations sur au moins 10 ans de leur parcours scolaire. Donc, à partir de cette base-là, on a dit, on va définir, en fait, les décrocheurs comme des gens qui ont quitté l'école, mais qui n'ont pas obtenu de diplôme. Moi, en tout cas, après une première période où ils avaient quitté l'école. Et donc, ce que ça donne, grosso modo, c'est que 25% des jeunes sont dans cette situation-là, et il y a peu de différence entre les deux cohortes. Et donc, grosso modo, on pourrait dire qu'il y aurait en tout et partout 25% de jeunes décrocheurs au Québec. Ou en tout cas, à cette période de l'année, ou au cours de ce temps-là, comme tel, et c'est des chiffres qui ressemblent aux chiffres officiels là, produits par le ministère de l'Éducation sur des bases complètement différentes et dans certains cas probablement plus compliquées, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc, ce 25%-là se distingue entre, d'une part, 55% des décrocheurs qui décrochent à différents moments de leur parcours scolaire, mais qui ne reviennent jamais. Fait que, ce tapis, en fait, pour utiliser une expression commune, en fait, représente les sessions de présence ou d'absence à l'école et représente, en fait, dans l'axe vertical, en fait, le nombre de personnes impliquées comme tel. Bon, là, on a fait, pour des raisons pratiques, on a fait sur 1000 personnes, mais en fait, notre échantillon comporte 47 000 personnes, soit le quart des cohortes en question pour les deux cohortes. Donc, 55% quittent dans l'école secondaire. Il y en a un autre petit morceau qui continue à étudier en formation générale des adultes. Je vais y revenir, c'est le bleu pâle. Certains, vous voyez, vont tenter leur chance en formation professionnelle. C'est le rouge Bourgogne ou le rouge Bordeaux. Je ne voudrais pas faire Vous avez compris. Et un tout petit peu décroche après avoir fait un peu d'études postsecondaires. C'est en jaune sur le tableau. Et le blanc, c'est les interruptions. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans l'école, nulle part.
Voilà donc un peu le portrait pour la majorité des jeunes décrocheurs. On a aussi dégagé un portrait pour les raccrocheurs qui avaient, pour les décrocheurs qui avaient raccroché dans l'école. Et donc, il y en a 8% pour qui le décrochage a été une période de vie, mais qui c'est par la suite, ils sont par la suite retournés aux études. Et donc, le en vert, c'est en fait le fait d'avoir obtenu le diplôme du secondaire. Et pour 37%, ce sont des raccrocheurs non diplômés. Et la caractéristique principale de cette situation, c'est, comme vous voyez, les alternances entre des périodes d'études et des périodes de décrochage. Avec beaucoup, en fait, réessaient, raccrochent, mais décrochent, et ainsi de suite, par la suite. Et donc, c'est quand même un groupe relativement important, puisque c'est près d'un décrocheur sur 4 qui est dans cette situation. Donc, d'une part, ces petites informations générales qui mettent le portrait du point de vue des parcours des jeunes, il y a deux constatations générales. Ces données laissent croire que peu de décrocheurs, finalement, obtiennent une certification ou un diplôme. Donc, ça serait 8%. En fait, le problème, c'est que ces données-là ne permettent pas de savoir si les jeunes ont utilisé des voies non scolaires de raccrochage comme telles. Et donc, ça peut, en fait, sous-estimer la situation par rapport au raccrochage et au diplôme, et l'obtention d'un diplôme. Voilà, donc, je voulais commencer par cela pour donner un portrait général et montrer qu'en quelque part, qu'il y a finalement, beaucoup de jeunes qui décrochent, cherchent à raccrocher, mais on voit bien qu'en quelque part, il y a des trous, en quelque sorte, dans leur processus. Voilà. Donc, deuxième élément, c'est les voies scolaires de raccrochage de qualification. Donc, voilà un peu la situation. D'une part, donc, on commence par des interventions au niveau préventif dans les écoles secondaires, avec des mesures d'aide aux devoirs ou des mesures de suivi par des professionnels non enseignants. Mais les écoles secondaires peuvent travailler avec des organismes communautaires de lutte au décrochage, ce qu'on appelle les OCLD, qui se sont regroupés, en fait, qui sont des organismes d'éducation populaire, bien souvent, des organismes qui travaillent auprès des jeunes au niveau des quartiers, et qui vont faire des interventions de soutien, genre aide aux devoirs, vont faire des interventions psychosociales et vont faire des interventions d'encouragement, en quelque sorte, à la poursuite des études. Le cœur du dispositif de raccrochage au niveau scolaire, c'est la formation générale des adultes. C'est en fait un secteur de l'enseignement secondaire qui a été créé dans les années 60 pour que les adultes puissent revenir aux études. Par exemple, à l'époque, les programmes d'insertion pour les femmes les femmes mères et les femmes au foyer, c'est dans le cadre de la formation des adultes que les programmes de soutien à l'insertion professionnelle des femmes se sont développés au Québec et qui ont en fait favorisé de façon très globale et très large le retour des femmes sur le marché du travail. Donc, la formation générale des adultes comporte différents types de services, des services d'alphabétisation, des services de francisation, des services d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, mais aussi des services qui permettent aux étudiants de compléter leurs études secondaires et d'obtenir un diplôme ou de compléter les prérequis nécessaires pour aller en formation professionnelle
ou pour compléter des prérequis pour aller au cégep, donc en enseignement postsecondaire. Et on retrouve par ailleurs, une fois que les jeunes ont fait un passage en formation générale des adultes, on peut les retrouver en formation professionnelle, où là, ils peuvent avoir ce qu'on appelle un certificat de formation au métier semi-spécialisé ou un diplôme d'études professionnelles, et donc une attestation formelle de qualification ou de professionnalisation. Et dans certains cas, il existe des passerelles où les jeunes pourraient aussi continuer en formation technique. L'autre élément aussi à considérer, c'est que la formation générale des adultes va aussi travailler avec des OCLD et va travailler avec les SARCA, qui sont les services en éducation des adultes de reconnaissance des acquis, peuvent travailler avec des maisons de jeunes, les carrefours jeunesse-emploi et des centres locaux d'emploi, qui sont des organismes qui peuvent aussi soutenir et orienter les jeunes vers un retour aux études. Voilà pour ce qui est des voies scolaires. Je m'excuse, j'ai essayé de simplifier au niveau des sigles, mais quand on commence à rentrer dans les systèmes scolaires, on est toujours un peu aux prises avec notre propre monde et qui est bien souvent compliqué. Deuxième possibilité, c'est des voies non scolaires. Et donc là, on est dans une situation où des jeunes décident de raccrocher. Là, les jeunes peuvent être dans des maisons de jeunes, être accueillis dans des maisons de jeunes où on peut faire un suivi psychosocial, on peut faire un suivi identitaire pour les aider à se reconstruire comme personne. Ils peuvent aller dans un carrefour jeunesse-emploi qui sont des organismes pour soutenir l'insertion professionnelle des jeunes, les aider à trouver un emploi. Donc, c'est la recherche d'emploi, c'est la construction des CV, c'est la pratique d'entretien, etc., etc. Et le centre local d'emploi, c'est en fait une agence ministérielle, gouvernementale de gestion des personnes qui sont sans emploi. Et donc, c'est une agence de recherche d'emploi. Donc, ces groupes-là peuvent orienter en quelque sorte les jeunes vers deux dispositifs. En fait, il y en a probablement plus, mais je voudrais en cerner deux qui me semblent les plus importants, les plus intéressants. C'est les entreprises d'insertion d'une part, et c'est le programme d'apprentissage en milieu de travail. Et donc, de ces entreprises-là, certaines vont donner des diplômes ou des attestations, et par la suite, les jeunes vont se trouver un emploi. Donc, pour donner un peu une idée, des entreprises d'insertion, ce sont donc des organismes communautaires sans but lucratif et des entreprises d'économie sociale. C'est assez important au niveau de leur propre identité organisationnelle. Ce sont des organismes reconnus comme des organismes externes de main-d'œuvre par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ils cohabitent dans ces organismes, dans ces entreprises, la mission d'insertion et de formation et une mission d'activité économique véritable. Ces entreprises doivent faire de l'argent et en même temps, elles doivent former des jeunes dans différents métiers qui vont par la suite se retrouver sur le marché du travail. Donc, ces entreprises ont des services de soutien psychosociaux aussi, et vont avoir des services d'aide à la recherche d'emploi, en même temps que c'est des entreprises qui produisent chez les individus des qualifications. Les parcours sont normés par le ministère à 26 semaines, je reviendrai. On acquiert des connaissances, des habiletés spécifiques et transférables, et on a un support et un accompagnement, comme je le disais, d'aide psychosociale comme tel. Un certain nombre de traits, là, pour donner une idée générale de la chose, c'est qu'il y a grosso modo au-dessus de 1000 personnes qui travaillent de façon permanente dans les entreprises. Il y a 3000 participants par année dans des secteurs variés.
66% des participants n'ont pas complété le secondaire et 17% n'ont pas atteint le secondaire. Grosso modo, ils ont, comme on dirait, un primaire fort, dans le meilleur des cas. Donc on voit la situation de qui sont ces jeunes-là, et 37% sont des personnes immigrantes. Le programme d'apprentissage en milieu de travail est un programme, en fait, géré par les services de main-d'œuvre. C'est donc de la formation par apprentissage dans un métier en cours d'emploi. La condition, c'est qu'il faut que tu travailles. Donc, tu as un employeur qui va t'accueillir, mais qui va avoir un crédit d'impôt pour t'accueillir dans un emploi régulier. Il faut une présence d'un compagnon accrédité dans l'entreprise et le programme existe dans différents métiers. Il y a des référentiels et des normes professionnelles établis pour 83 métiers, puis il y a 6000 apprentis. Ouais. Voilà. Quelques remarques générales. Là, globalement, on peut dire que au Québec, les politiques de persévérance scolaire, mais je parle beaucoup de lutte contre le décrochage, c'est un peu pour me coller aux appellations locales. Donc, l'appellation de lutte contre le décrochage, persévérance scolaire ou réussite scolaire, sont faites, en fait, depuis 1992, autour d'une mobilisation scolaire et d'une mobilisation extrascolaire, signifiant en quelque sorte que ce problème n'est pas seulement un problème scolaire, mais un problème social. Donc ça, c'est une première idée. La deuxième idée importante, c'est qu'en quelque sorte, des interventions se font en amont du travail de qualification par la prévention et par le soutien psychosocial. Et au niveau de la qualification, on a vu qu'il y avait un éventail de situations. Deuxième grande remarque générale, c'est la deuxième remarque, puis là, mon collègue commence à me donner des coups de pied, symboliques au moins. Bon, c'est l'élément. Un autre élément, me semble-t-il, général qui ressort de l'expérience québécoise, c'est l'enjeu de la coordination entre les instances et entre les politiques publiques. Il y a en quelque part une continuité de l'action publique qui est importante. Or, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a, dans les faits, au cours des années, donc depuis 92 à aujourd'hui, grosso modo 25 ans, il y a une absence de continuité entre les politiques de lutte contre le décrochage, la persévérance scolaire et les politiques d'emploi. Je me suis rattrapé. Ah, vous êtes rattrapé, OK. Non, mais il veut pas reculer. Bon. Et en quelque part, les mesures d'emploi, ce qu'on retrouve dans le rapport de Pierre-Yves aussi, là, la différence dans les mécanismes entre les politiques d'emploi, d'insertion et les politiques plus éducatives de persévérance scolaire, il y a en quelque sorte une absence de continuité entre les deux. Je vais être brutal. Emploi Québec pense en termes d'adéquation au sens le plus classique du terme, le plus strict et le plus restreint du terme, et pense que, en fait, il faut réduire les coûts de l'aide sociale, et donc, le principal indicateur, c'est qu'il faut que les gens trouvent un emploi et quittent l'aide sociale à ce niveau-là. Donc, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'en éducation, on n'est absolument pas sur cet aspect-là. Par contre, en éducation, il y a un problème de coordination entre les politiques. Au cours des années, on a vu les politiques d'action en milieu favorisé se créer, des politiques d'accueil des personnes vivant avec un handicap, politiques de la jeunesse, des politiques de persévérance scolaire et les politiques d'emploi. Et entre ces politiques, il n'y a pas toujours coordination.
Et en quelque part, même si on a créé au niveau régional les instances régionales de concertation, ce n'est pas toujours tous les acteurs qui y sont. Thierry a parlé de Cosmos, d'un organisme du bord du fleuve, où les intervenants en santé publique sont là, mais ce n'est pas vrai ailleurs au Québec. Et dans ce sens-là, il y a une coordination qui, me semble-t-il, est importante. Et je vais finir par une dernière phrase. Il y a un manque de suivi longitudinal qui dépasse en quelque sorte l'éducation, un suivi intersectoriel des individus. Et à partir du moment où on pourrait avoir un suivi longitudinal, peut-être qu'on pourrait passer en termes, on peut penser les processus en termes d'éducation et de formation tout au long de la vie, dans une perspective transversale entre les différentes sphères de la vie, ce qui était aussi un des éléments que Thierry nous a suggéré tout à l'heure. Merci beaucoup. On peut se donner jusqu'à quelle heure pour 12h40, hein, c'est-à-dire que ça va faire 20 minutes peut-être, oui, enfin même pas. Voilà, donc on va passer tout de suite aux questions, et donc on va prendre les 2-3 questions de la salle, et il y avait aussi d'autres questions intéressantes qui sont venues à distance. Je vous demande d'être bref, je suis désolé, pour permettre aux collègues de répondre. Monsieur, vous vous présentez aussi. Oui, monsieur Driss Aïda, enseignant. Première question, rapidement une intervenante finlandaise. Comment expliquer le paradoxe finlandais? Parce que la Finlande a toujours été citée comme modèle dans les classements internationaux PISA et le taux de décrochage. Et puis pour les 3 autres intervenants, la Belgique, le Canada, l'Espagne abritent une importante communauté maghrébine, surtout d'origine marocaine. Est-ce que vous avez des données statistiques concernant le décrochage et l'insertion professionnelle des jeunes issus de cette communauté? Et dernière question, pour l'intervenant qui a parlé justement de l'Espagne, vous avez parfaitement évoqué les drames méditerranéens qui vont s'amplifier, à mon avis, dans les années à venir. Quel regard portez-vous sur la coopération euro-méditerranéenne dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée? Et comment cette problématique des décrochages, formation et insertion est prise en charge? Merci. Merci. Alors, même si vos questions sont très bonnes, je demande de se limiter à une question par personne. Hein, désolé. Et donc, il y avait une autre question dans la salle? Ben non, s'il n'y a pas d'autre. Oui, avec le micro qu'on va vous passer. Ben, si, parce que c'est pour l'enregistrement et la traduction. Et les gens qui écoutent à l'extérieur. En Europe? Oui. En Europe? Non. Non, il faut appuyer sur le bouton. Ouais. Ça fait rien? Non. Essayez de le faire marcher pour moi. Appuyer sur le bouton. Merci beaucoup. Merci. Il se trouve que dans l'Union européenne, et peut-être au-delà d'ailleurs, il y a un certain nombre de systèmes éducatifs qui ont aménagé, qui se sont aménagés de manière à allonger la scolarité obligatoire, on l'a vu, avec une partie d'enseignement à temps partiel. Et évidemment, pour accueillir les personnes qui n'ont pas encore de diplôme, on pense évidemment aux décrocheurs. Et c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas, je crois, du Royaume-Uni, c'est le cas de la Belgique. Et donc, dans les expériences de Molenbeek ou les autres expériences, je voulais savoir comment ça se passait, en fait, cette articulation entre la scolarisation à temps partiel et la formation dans des plateformes particulières, des lieux d'accueil particuliers, et s'il y avait des évaluations qui étaient faites pour voir si ces parcours à temps partiel étaient bénéfiques par rapport à l'option qui consisterait à rester dans l'éducation à temps plein jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention du diplôme, par exemple. Donc j'ajoute une question qui résume un peu plusieurs interventions qui ont été faites à distance, et après ce sera donc aux présents, là aux participants de répondre, aux intervenants, pardon.
ça concernait la mobilisation des jeunes, puisque la réussite des dispositifs que vous avez évoqués, elle repose beaucoup là-dessus. Est-ce qu'ils restent volontaires? Comment supporte-t-il le fait d'être dans des structures qui peuvent s'apparenter à des formes de structures de relégation, et quelle capacité ils ont à se projeter, puisque ce qu'on a bien compris, que l'essentiel, c'est de se construire un projet. Voilà. Donc, qui veut prendre la parole en premier? À qui veut prendre la parole en premier? Elina avait une question très précise. D'accord. Peut-être, oui, Elina, puis il y avait une question qui s'adressait à elle pour démarrer, puis peut-être qu'on va faire dans l'ordre, comme ça ce sera le plus simple. La question donc, c'était comment je peux expliquer le décrochage en Finlande, étant donné que la Finlande est un pays modèle en ce qui concerne les résultats PISA. Même si la Finlande est un modèle pour les résultats PISA, et il y a très peu de jeunes qui décrochent en fait, et qui quittent l'éducation, l'école avec très peu de qualifications, mais néanmoins, il y a encore des facteurs d'attraction sur le marché du travail. Il y a aussi des expériences négatives à l'école qui font que les gens décrochent, et la Finlande reste un des pays avec le taux le plus faible de décrocheurs en Europe. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de décrochage du tout. Ce n'est pas vrai, nous en avons. Mais les résultats sont plutôt bons en ce qui concerne les résultats, mais nous n'avons pas complètement éliminé le problème de décrochage scolaire. Il y a des questions qui concernaient beaucoup aussi Guillaume, alors peut-être s'il veut essayer de répondre à celle qu'il a entendues au sens qui s'adressait à lui. Je vais essayer, j'espère que j'en ai pas oublié. Alors, je n'ai pas de statistiques sur la partie du décrochage spécifique aux immigrants, quelle que soit leur origine en Espagne. Donc, je ne peux rien dire là-dessus. J'en ai pas d'évidente qui soit à ma connaissance. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas néanmoins. Je vais par contre répondre de façon un peu plus détaillée sur la question de la coopération euro-méditerranéenne, de l'Union pour la Méditerranée. Premier message, la réalité sociale, mais aussi celle du décrochage scolaire, de l'emploi du chômage des jeunes autour de la Méditerranée est finalement assez similaire, avec des variations pays par pays, région par région. Mais finalement, en Espagne, on se sent beaucoup plus proche de la réalité de ce que peut être la Tunisie, le Maroc ou parfois l'Algérie, que d'une réalité danoise ou finlandaise, même si elle nous inspire beaucoup. Donc ça, c'est un premier point. Donc on a une proximité géographique, mais aussi de réalité sociale. La deuxième chose, c'est que l'Union pour la Méditerranée, alors je ne sais pas si vous avez tous à l'esprit ce qu'est cette structure, c'est une structure intergouvernementale qui réunit l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen et de l'Union européenne, donc la Finlande fait aussi partie de l'Union pour la Méditerranée, a une priorité sur l'emploi des jeunes, et est actif sur notamment le programme que j'évoquais très rapidement, qui est le programme Méditerranée Nouvelle Chance. Il nous aide vraiment à coordonner ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, donc évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Mais ils ont néanmoins autour de la table l'ensemble des gouvernements de la région méditerranéenne, ce qui est important. Ce programme-là, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour lui redonner une nouvelle ambition. Et l'Union pour la Méditerranée est très active sur ce sujet. Et dernier point, nous essayons de créer des passerelles autour de la Méditerranée. Exemple concret, dans une dizaine de jours, l'UNICEF organise pour le gouvernement tunisien une conférence autour des bonnes pratiques sur ce genre de sujet, et l'une des écoles de la deuxième chance espagnole, en l'occurrence la coopérative Peñascal du Pays Basque, ira présenter son modèle là-bas de façon à croiser les expériences. Merci, je donne la parole à Pierre maintenant. Oui. Pour ce qui est des différences selon les groupes culturels, je ne vais pas te donner moi non plus sur l'ensemble des groupes, mais ce que je peux dire, c'est que grosso modo, dans l'ensemble, les communautés où les problèmes scolaires sont les plus élevés sont en fait les Haïtiens du côté francophone et les Jamaïcains du côté anglophone.
Après ça, je ne peux pas vous en dire plus long. C'est d'ailleurs un collègue lui-même très militant dans la communauté haïtienne qui demandait aux instances politiques de ne pas se cacher les yeux, mais de rappeler qu'il y a une distribution inégale des problèmes scolaires selon les communautés. Sur la question de la mobilité scolaire, ça, je voulais en glisser un mot, ou la mobilité ou la mobilisation des jeunes. Deux choses, c'est que dans tous les processus qu'on a étudiés, cette question-là est importante de différentes manières. Dans le cas de la formation générale des adultes, beaucoup de jeunes qui connaissent l'existence de ces centres veulent y aller parce qu'ils vont rompre avec la discipline de l'école secondaire. D'une part, pour un endroit où c'est pour les adultes, plus autonome et tout. Par contre, c'est un enseignement individualisé qui était fait pour des adultes, non pas pour des jeunes qui ont toutes sortes de difficultés sociales et éducatives. Et si vous regardez dans le 37%, vous comprendrez pourquoi il y en a qui décrochent de nouveau. Parce qu'en quelque part, le format n'est pas vraiment adapté. L'autre remarque générale, c'est que même dans les entreprises d'insertion, on fait de la sélection pour justement s'assurer de l'engagement des jeunes. Mais manifestement, comme ils ont un taux de réussite, c'est-à-dire un taux de placement des jeunes après les stages et un taux de retour aux études qui tourne autour de 75%, ça veut dire qu'en quelque part, il y a des jeunes qui ont aussi des problèmes à ce niveau-là, comme tel. Et donc, ce que je dis, l'engagement des jeunes est nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante pour retrouver des voies de qualification à moyen et à long terme. Merci. Et la parole maintenant à Kathleen. Et je précise tout de suite que je prends 2 minutes pour faire l'espèce de petite synthèse qu'on m'a demandé à la fin de cette conférence. Merci. Les questions. Donc, d'un côté, concernant la population marocaine à Molenbeek, je dois dire que dans notre centre, donc, moi, je ne suis pas chercheur et je n'ai pas de statistiques, de données à vous répondre, mais dans notre centre, on accueille surtout les jeunes qui ont le plus besoin de nous et les dernières années, c'est surtout un public plutôt rom et des primo-arrivants, des MENA, des jeunes non accompagnés, ce qui, pour nous, sur le terrain, nous indique que le public marocain, turc qui était il y a 10 ans, plutôt dans notre centre, sont plus le groupe qui ont le plus besoin de nous, donc on a l'impression que en tout cas, ils trouvent plus le chemin vers l'enseignement ordinaire, pendant que nous, on travaille surtout avec les jeunes qui sont le plus invisibles, qu'on va vraiment prendre à la maison, trouver les jeunes qui ne sont nulle part inscrits. Mais donc, c'est une question intéressante où, malheureusement, moi, je ne vais pas être l'expert qui peut répondre à ça. L'autre question concernant l'évaluation par après vers les diplômes, de mon point de vue, je pense que c'est très important les partenariats avec les écoles où les élèves continuent leur formation. Les jeunes avec qui nous on travaille, donc dans notre organisation et chez nous à Molenbeek, ils ont une situation initiale à 16 ans, 17 ans, où ils sont à peine alphabétisés. Donc, le taux de réussite vers, en effet, les diplômes, donc à la fin de tous les modules, les certificats dans l'enseignement en alternance, ça ne va pas être très haut. Là non plus, des chiffres, malheureusement, ce n'est pas moi qui peux vous les donner. Mais ce que moi, je pense est très important, c'est de travailler sur l'image positive de ce groupe d'élèves et de rendre visibles les histoires de succès, parce que l'effet de notre travail est aussi un effet sur le long terme, que les familles et les jeunes filles, les jeunes garçons que nous on accompagne, eux, ils vont porter plus d'importance à la scolarité de leurs enfants. Et ça va très vite parce qu'ils les ont déjà quand ils ont 16 ans, 17 ans. Donc, on espère et on y croit que l'effet long terme, c'est que plus des enfants, des jeunes que nous on accompagne vont
être diplômés quand eux, ils vont aller à l'école plus longtemps et eux, ils auront des exemples autour de eux qui ont un travail avec un contrat de durée indéterminée. On a une trentaine de jeunes d'histoires de succès qu'on va montrer lors de notre événement en décembre de notre projet contre la discrimination, justement pour montrer que c'est possible et que les jeunes, même d'une famille où il n'y a personne qui travaille ou qui a fait des études, qu'ils réussissent à faire un exemple et être des modèles envers les autres et qu'eux, ils vont encourager plutôt leurs enfants de continuer vers l'école. Mais de vraiment arriver à des diplômes, je pense que pour la génération avec qui on travaille actuellement, que ça, c'est une barrière très, très haute, mais déjà d'avoir une qualification, un certificat de quelques modules de l'alternance et de trouver en effet un travail, ça fait déjà un effet énorme dans la communauté et dans la famille. Donc, oui, merci. Oui, j'en profite pour vous poser une petite question ponctuelle qui avait été posée à distance sur l'éventuelle rémunération des jeunes qui sont pris en charge. J'imagine que c'est dans le cadre de l'alternance ou systématiquement? Dans la première expérience de travail, le Brugproject, avec les moyens européens, ils reçoivent 1 euro par heure. Avant, c'était 3,40 € et malheureusement, depuis 2 ans, c'est devenu 1 euro par heure, ce qui est très peu et ce qui est dommage parce que pour encourager les jeunes de le faire, ça joue aussi un grand rôle, qu'ils sont dans une situation précaire où les finances jouent un rôle important aussi. Mais dès qu'ils sont en alternance et qu'ils peuvent faire un travail régulier, ils peuvent gagner jusqu'à 800 € avec certains contrats, mais il y a des différents types de contrats spécifiques et la plupart, le OAO que Lavinia dans le petit film, elle avait, c'est entre 400 et 500 € par mois qu'ils gagnent. Merci beaucoup. Alors, de manière à respecter le temps et dans la mesure où ces questions seront abordées dans les ateliers à nouveau cet après-midi, je vais me donner la parole comme on m'y a invité pour essayer de faire une synthèse à chaud de ce qui a été dit là ce matin, enfin en tout cas dans le cadre de la séance que j'animais. Donc il y a pas mal de points de convergence quand même, et notamment il y a quelque chose qui ressort très nettement des différentes interventions, à commencer par celle d'Elina, c'est que si on parvient à faire revenir à l'école les jeunes qui sont pris en charge, ça ne débouche pas sur une formation à l'issue, une diplomation, et donc de ce point de vue-là, l'impact de la rescolarisation est faible, et ça a été conforté par les données qui ont été produites par Pierre, puisqu'au bout du compte, il y a 92% de non-diplômés parmi les jeunes qui sont pris en charge. Elina a insisté par ailleurs sur l'impact de l'éducation parentale versus l'éducation scolaire, et donc sur le fait que des alternatives formatives à l'école secondaire sont tout à fait propices, comme il en existe précisément en Finlande. Concernant ce qui a été mis en avant par Guillaume, alors j'ai trouvé très utile qu'il rappelle l'histoire des écoles de la seconde chance et du fait que la France était pionnière en la matière. Il est vrai qu'elle a pris après beaucoup de retard en matière de lutte contre le décrochage. Il faut préciser aussi que ces écoles, elles ont été financées essentiellement, c'était le cas de celle de Marseille, par des fonds européens et par la ville. Et que ce n'est qu'après que l'instance nationale a repris les choses avec le programme Nouvelle Chance, Veille éducative et autres, et pour assez peu de temps, puisqu'on constate qu'à partir de 2002, il y a une sorte de coup d'arrêt là-dessus. Guillaume insistait aussi sur l'importance qu'il y a à susciter des passerelles entre les différents secteurs qui prennent en charge donc ces jeunes. Vous parlez par rapport auxquels ces jeunes sont concernés, et du reste, c'est ce sur quoi insistait également Pierre quand il parlait de l'enjeu de la coordination
entre les acteurs publics et, je dirais, entre les acteurs publics et aussi non publics, tant on peut constater qu'il y a une présence quand même de plus en plus importante de ces acteurs non publics, et notamment en période de crise financière et économique, comme ça a pu être le cas en Espagne, avec la prise de relais par des opérateurs ou des mécènes privés. Alors, de toute façon, ce qui ressort aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Et du reste, on s'était posé la question, en France, on aime bien mettre de la cohérence, standardiser et tout cela, de la plus grande efficacité qui est des propositions qui soient différentes, qui est une sorte de maillage qui permettrait de répondre à des besoins qui sont, au bout du compte, extrêmement divers. Alors, tous et toutes ont souligné l'importance de l'implication des jeunes pour que ça marche, mais la question reste ouverte de comment impliquer ceux qui ne se sentent pas impliqués ou qui n'ont pas envie de s'impliquer. Alors, sur la question de la formation et du retour à l'emploi, là, il y a quand même des contrastes entre les exemples qu'a évoqués Kathleen et qui sont essentiellement tournés vers des métiers manuels et des métiers d'exécution, et ce qu'évoquaient certains autres intervenants, notamment Guillaume, sur le fait de pouvoir donc proposer des formations et des emplois plus valorisants. Il évoquait le cas des nouvelles technologies. Et puis, enfin, il y a un dernier aspect sur lequel il a été insisté, c'est bien entendu l'importance de l'accompagnement et de l'évaluation des différents dispositifs qui sont mis en place pour savoir s'il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça produit comme efficacité. Et c'est quand même le meilleur moyen de convaincre les bailleurs de fonds, que de montrer que ces dispositifs, il y en a quand même un certain nombre qui fonctionnent. Voilà. Bon appétit maintenant et à cet après-midi.